Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, le président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle à Touba. Le chef de l'État a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. La rencontre a eu lieu cet après-midi. Grève des travailleurs des collectivités territoriales, stop ou encore. Les grévistes ne parlent plus le même langage. Certains parmi eux veulent poursuivre le mouvement d'humeur. D'autres affichent des signes de résignation, vous le verrez. La presse pleure. Mbaye Sidi Mbaye, le journaliste, a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Yoff. Détention d'un passeport diplomatique, une polémique qui s'installe à chaque fin de règne. Qui sont les ayants droit? Éclairage à suivre. Saisie importante de produits impropres au marché Petersen. 26 tonnes de denrées alimentaires et de produits cosmétiques saisis par le service national de l'hygiène. Bonsoir à tous. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en visite officielle à Touba. Le chef de l'État a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. La rencontre a eu lieu dans la cité religieuse cet après-midi. Le chef de l'État promet de soutenir le khalife général dans la réalisation des projets liés à l'assainissement et à l'accès à l'eau dans la cité religieuse de Touba. Nous y reviendrons avec notre équipe à Touba. Dans l'actualité également, le journaliste Mbaye Sidi Mbaye inhumé au cimetière de Yoff aujourd'hui. La presse, sa famille professionnelle et sa famille biologique l'a accompagné dans sa dernière demeure. C'est un reportage de Cheikh Diop. Ils sont tous là, présents mais prostrés. Parents, amis proches, collaborateurs et toute la corporation pour assister à la levée de corps de Mbaye Sidi Mbaye. Des témoignages sur l'homme, un homme multidimensionnel. Mbaye, c'est un personnage qu'il devient difficile de pouvoir décrire, tellement l'homme avait des qualités, tellement il était un homme imprégné de valeurs, qui aimait ce métier qu'est le journalisme et qui a eu un parcours remarquable. Mais c'était surtout un homme généreux, qui a traversé les générations. Mais quand Mbaye Sidi était avec nous, qui étions plusieurs générations après lui, vous aurez pu avoir l'impression que c'était de notre génération. Et je peux dire autant, même des générations qui sont après nous et qui l'ont connu aussi. Un formateur est parti. Il ne se compte plus les générations à qui il a enseigné l'éthique et la déontologie. Un très grand journaliste, à cheval sur l'éthique et la déontologie. Moi, je l'ai connu de façon beaucoup plus rapprochée quand nous étions à Walfadjri, vers les années 99-2000. Il était le directeur exécutif du groupe. Quand Mbaye Sidi Mbaye est venu, il a couvé les jeunes que nous étions, fougueux. Et souvent, il était là pour corriger les papiers, pour rectifier, discuter des reportages, parler aux gens, parce qu'il était directeur exécutif du groupe Walfadjri. Mais surtout, Mbaye Sidi, on retiendra la diction. C'est quelqu'un qu'on aimait écouter. L'écouter faire une chronique était en soi une leçon de journalisme, tant dans la construction que dans le rendu. Mbaye Sidi Mbaye, une voix éteinte à jamais, laissant derrière lui une presse orpheline. C'est aujourd'hui une grande perte et nous regrettons justement cette disparition, mais nous le gardons en nous et nous continuerons de vivre ce qui nous a laissé les legs de Mbaye Sidi, aussi bien pour les étudiants que pour ses collègues que nous avons été. Cette personnalité, cette générosité, il nous l'a légué et ça restera à jamais. Le défunt a beaucoup fait pour la presse sénégalaise. Il a travaillé à la radio nationale, à la radio Walf FM, avant de devenir formateur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Les cimetières de Yoff, sa dernière demeure. L'homme à la voix suave, à la diction parfaite, est parti à jamais. Adieu doyen.
Dans l'actualité également, cette dissonance au sein des travailleurs des collectivités territoriales. Les grévistes ne parlent plus le même langage. Certains parmi eux veulent poursuivre le mouvement d'humeur. D'autres, en revanche, veulent retourner dans les bureaux. Et ils affichent quelques signes de résignation. Vous allez le voir dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Une semaine de grève sur l'étendue du territoire national, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal durcit le combat. On a le sentiment aujourd'hui qu'on est entre le marteau des collectivités territoriales et l'enclume de l'État. Donc personne à ce niveau-là n'a voulu en tout cas faire droit à l'agent municipal. Alors qu'encore une fois, le fondement de la grève, c'est fondé sur les dispositions de l'article 8 du statut général des du statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. L'article 8 qui nous donne le droit de grève, le droit syndical d'abord, ensuite le droit de grève. Des revendications légitimes aux yeux des travailleurs municipaux qui demandent équité dans le traitement salarial. La revalorisation aussi est hiérarchisée, c'est par hiérarchie. Donc les montants allaient de 80 000 pour les 100 diplômes et les titulaires du CEP, 90 000 pour ceux qui ont le brevet, 100 000 pour les bacheliers. Maintenant, c'est entre 120 000 et 150 000 jusqu'à 300 000 pour la hiérarchie A. Donc, toutes les hiérarchies, effectivement, sont représentées. Maintenant, l'État nous a demandé de faire le recensement qui pouvait permettre, en ce moment-là, de connaître d'abord les effectifs, en tout cas présents dans les collectivités territoriales. Ensuite, en déterminer le montant. L'article 29 qui dit précisément que nous avons droit à tous les avantages comme les agents de l'État. Et l'article 30 dit précisément que les avantages auxquels nous avons droit sont à la charge de la collectivité territoriale. Les syndicalistes soulèvent également des difficultés au sein des municipalités. Il faut reconnaître que nous sommes dans une situation un peu hybride. Nous sommes des agents publics, donc nous travaillons dans la collectivité territoriale. Donc, mais nous sommes administrés par des maires. Donc il y a 601 collectivités territoriales au Sénégal. Donc chaque maire est employeur. Donc c'est 601 employeurs aujourd'hui au Sénégal. C'est là où se situe la difficulté. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal ne compte pas négocier dans la lutte. À ceux qui se démarquent du mot d'ordre, libre à eux, déclare le secrétaire général Daouda Badiane. Mouvement d'humeur également dans le département de Thiès à Ngoundiane, grève des travailleurs de la carrière Gécamine Jack Group Vika. Ces travailleurs dénoncent de mauvaises conditions de travail. Ils ont tenu une marche couverte par Cheikh Anta Diop et Sélatir. Ces travailleurs de la carrière d'exploitation de basalte de Ngoundiane sont très remontés contre les autorités de l'entreprise. Ils l'ont exprimé à travers cette marche. Les motifs de cette marche aujourd'hui, c'est que depuis un certain temps, nous vivons une certaine injustice au sein de notre entreprise. Depuis l'arrivée du directeur Jean-Brice Saint-Martin, les travailleurs de Gécamine Jack vivent le calvaire total. Tous les avantages qu'on avait, qu'il a trouvés sur place, il l'a supprimé. Je peux citer la caisse de solidarité, qu'on avait depuis presque 18 ans ou 20 ans, il l'a supprimé. La protection sociale, l'IPEM, la caisse de sécurité sociale, on se retrouve avec des problèmes. Les restrictions prises par le nouveau directeur de Gécamine suscitent beaucoup d'interrogations chez les travailleurs. Le directeur Jean-Brice Saint-Martin, il ne veut pas négocier avec les travailleurs. L'entreprise continue à s'investir des milliards, mais les travailleurs ne se retrouvent pas. Mais les populations ne se retrouvent pas. Avec des salaires misérables, avec des conditions de travail inhumaines. Les travailleurs souffrent énormément et leurs familles souffrent. On ne peut pas continuer. On interpelle le groupe Vika qui est en France. Qu'ils viennent ici le plus rapidement possible, discuter avec les travailleurs. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des autorités pour trouver des solutions à cette crise qui secoue l'entreprise. Le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre, M. Ousmane Sonko, notre ministre de tutelle, Birame Souleye Diop, nous interpellons le gouverneur de la région de Thiès. Ces délégués et travailleurs de Gécamine Jack décident de poursuivre la bataille pour l'ouverture des négociations sur les points de revendication.
Merci Charanta. Toute autre chose, d'extension d'un passeport diplomatique sénégalais, une polémique qui s'installe à chaque fin de régime. Mais alors, qui sont les ayants droit? Éclairage à Alassane Ba. C'est 5 jours avant la fin de son mandat que le président Macky Sall a apporté des changements par décret sur les modalités d'établissement des passeports diplomatiques. Dans le rapport de présentation signé par l'ex-ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, il est dit que la mise en œuvre de la politique étrangère du Sénégal fait intervenir de nos jours diverses personnalités ayant exercé de hautes responsabilités au sein de l'État et qui ne sont pas bénéficiaires du passeport diplomatique après cessation de leurs fonctions. Cette histoire de passeport diplomatique a toujours suscité des polémiques. Qui en a le droit, qui n'en a pas. Dans le décret numéro 2024-843 modifiant l'article 1er du décret numéro 90-934 du 27 août 1992 abrogeant et remplaçant l'article 12 du décret numéro 78-21 du 6 janvier 1978, il est rajouté appelé le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères les catégories ci-après. Les ambassadeurs émérites du Sénégal, les ambassadeurs à la retraite. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots « les membres du bureau de l'Assemblée nationale et leurs épouses » sont remplacés par des mots « les députés de l'Assemblée nationale, les officiers généraux et leurs conjoints » peuvent également obtenir le passeport diplomatique selon le troisième alinéa, les anciens chefs d'État, les anciens chefs de gouvernement et les anciens ministres et secrétaires d'État et leurs conjoints. La réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnalités ou citoyens qui ne figurent pas sur les catégories définies par la loi sont détenteurs du passeport diplomatique. Sous Wade, l'on se rappelle du scandale sur ce précieux document. Le passeport diplomatique commercialisé à coût de millions de francs CFA. Dès son accession au pouvoir, le président Macky Sall avait pris l'engagement de mettre de l'ordre. Mais le constat était tout autre. Le passeport diplomatique pouvait se retrouver entre les mains de n'importe qui. Lors du Conseil des ministres du 17 avril 2019, le président Sall avait décidé de sévir en donnant instruction à son gouvernement de mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques en vue d'une plus grande rationalisation dans leur octroi. Ils sont nombreux à penser qu'il est temps de mettre de l'ordre dans l'octroi. Les modalités de délivrance de ce titre de voyage sont réglementées par le décret numéro 78-21 du 6 janvier 1978, modifié par le décret numéro 90-934 du 27 août 1990, qui en a abrogé et remplacé l'article 12. Des dispositions modifiées récemment par le décret numéro 2024-843, signé par l'ex-président Macky Sall. Certains ministres ont produit des œuvres littéraires. Ces œuvres intellectuelles peuvent être interprétées comme témoignant de leur compréhension approfondie des enjeux et des défis propres à leur domaine. Dans ce reportage, des hommes de lettres de renom ont été interviewés par nos reporters, soulevant ainsi la question de la relance entre la création intellectuelle et l'exercice du pouvoir politique. C'est un reportage de Ibou Diouf et Amadouba. Dans l'arène de la gouvernance, la plume est également un acteur majeur. Les ouvrages rédigés par certains ministres du gouvernement d'Ousmane Sonko ont engendré un débat passionné sur la relation entre la politique et la production intellectuelle. L'objectif est d'examiner de près comment ces publications peuvent influencer la perception de la gouvernance et même la pratique politique elle-même. On dit toujours que quand vous écrivez un livre, vous laissez une trace. Donc voilà des hommes et des femmes qui vont laisser une trace. Et je pense que c'est tout à fait à leur honneur. Je pense que comme tout Sénégalais, on est fiers d'avoir des hommes et des femmes qui ont réfléchi sur des sujets et qui ont même été dans l'action sur des sujets sur lesquels aujourd'hui, en tout cas, ils vont travailler pour le compte du pays, pour le compte de la nation. Si je ne m'abuse, mes collaborateurs ont compté 8 qui ont des publications chez nous à l'Harmattan Sénégal. Autrement dit, ce n'est pas uniquement que de la théorie des universitaires sont en train de développer, mais ce sont des gens qui ont réfléchi sur des questions et ont mis pour la plupart du temps la main dans le cambouis. Ces productions soulèvent la question de savoir si elles ne sont que de simples exercices de rhétorique politique ou de sincères témoignages de la vision de l'engagement de leur auteur
pour éclaircir cette question. Des hommes de lettres se sont exprimés sur le sujet. Écrire même, c'est un acte politique. Parce qu'on écrit pour parler d'une chose, pour dénoncer quelque chose, pour prendre parti ou pour analyser une situation. Donc c'est un fait politique. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait une transition entre le fait d'écrire et la gestion politique. C'est un plus. Ces ministres-là qui ont eu à produire des écrits auront toujours un plus sur les autres qui n'ont pas pu produire ou qui ne sont pas des écrivains. La frontière entre la production littéraire et la réalité politique peut parfois être floue. Néanmoins, ces livres peuvent également agir comme un miroir critique, incitant les lecteurs à réfléchir sur la pratique et les décisions de nos dirigeants. Il faut se féliciter de cet état de fait qui est actuellement une réalité. Vous avez évoqué les nouveaux membres du gouvernement, mais moi je pense qu'il faut aller au-delà de ces nouveaux membres du gouvernement. C'est cette nouvelle classe politique sénégalaise qui a fait le choix quand même de défendre par écrit les idées dont ils sont porteurs pour pouvoir les présenter d'abord aux Sénégalais et puis essayer de les convaincre pour recueillir leur suffrage. Alors que ces ouvrages continuent de nourrir le débat public, une chose est certaine, ils demeureront au centre des préoccupations de ceux qui scrutent attentivement les rouages de notre développement. Dans l'actualité également, cette saisie importante de produits impropres au marché Petersen, 26 tonnes de denrées alimentaires et de produits cosmétiques saisis par le service national de l'hygiène au cours d'une opération dénommée Wagni Sambalit. C'est un reportage de Fatou Bintou Conté. Des denrées alimentaires d'une quantité importante ont été saisies au marché Petersen par le service national de l'hygiène de Dakar, d'une quantité de 26 tonnes s'estimant à 7 551 000 francs CFA. Pour le lait de beauté, on a 809 cartons. Pour les denrées alimentaires, ici on a 10 boîtes de sucre diabète, dont 26 pots de mayonnaise et également 6 sacs de lait en poudre. Donc l'ensemble de ces saisies nous donne 26 tonnes 200 kg, n'est-ce pas, dont la valeur est estimée à 7 551 600 francs CFA. Cette saisie entre dans le cadre de l'opération Wagni Sambalit qui va se poursuivre jusqu'à la Tabaski par le service d'hygiène national. L'opération, le concept c'est Wagni Sambalit. Donc Wagni Sambalit continue toujours. Donc, sous instruction du colonel médecin, chef de service national de l'hygiène, en l'occurrence Arma, qui est le chef de service régional de Dakar, nous a instruit à continuer, faire la prospection, faire le contrôle au niveau des marchés, des rues, des magasins, pour pouvoir maintenant voir si le produit est apte à la consommation. Malheureusement, vous avez vu, sur le terrain, on a constaté qu'il y a beaucoup de produits qui sont impropres. Pour cette opération, 5 commerçants ont été appréhendés et seront présentés au procureur. Effectivement, il y a à peu près 5 personnes qui ont été appréhendées aujourd'hui même. Ils sont même dans les véhicules en attendant. Donc il y a à peu près 8 propriétés qu'on a sommé de revenir pour pouvoir ouvrir leurs magasins pour qu'on puisse faire le diagnostic. Les autres commerçants qui ont fermé leurs boutiques sont sommés de se rendre sur les lieux pour vérification des produits. Merci Fat Bintou. Sur l'international, le débat sur une éventuelle riposte est aujourd'hui soulevé par plusieurs médias concernant l'attaque survenue la nuit du samedi à dimanche contre Israël, attaque perpétrée par l'Iran. Une décision officielle n'est pas encore donnée par l'État hébreu, mais des voix s'élèvent au sein du cabinet israélien en charge de la sécurité. Les États-Unis et les Pays-Bas condamnent l'attaque contre Israël, les États-Unis, les Pays-Bas et d'autres pays de l'Occident. Voyons le point ce soir avec Aminata Marisso. Et puis dans l'actualité sportive, basket, les bonnes performances Guédiawaye Basket Academy les enchaînent depuis le début de la saison. Les dernières performances ce week-end avec les qualifications en finale de la Coupe de la Ligue chez les dames et de la Coupe Saint-Michel chez les messieurs. Voyons tout cela avec Cher Sadi Boudjara. Pour une surprise, Guédiawaye Basket Academy est l'agréable surprise de cette saison. Promu en National 1 en dames comme chez les hommes, elle est en ballottage favorable pour une qualification en play-off.
dans les deux catégories. À cela s'ajoutent les accessions en finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe Saint-Michel. Autant de performances qui résultent d'un dur labeur. À GBA, on est 8 entraîneurs à travailler pour l'organisation de l'académie. J'étais à la recherche d'une équipe très bien organisée et je l'ai trouvé dans l'académie de GBA. On est monté en première division au mois de décembre, on se repose pendant 15 jours, on a repris le travail. On travaille matin et soir de 7h jusqu'à 9h, le soir de 17h jusqu'à 22h30, on est au terrain de basket. Et on avait un running fou en étant à la deuxième division, c'est ce qu'on a continué. On a investi sur les jeunes parce que c'est une académie. La moyenne d'âge est de 24 ans, la plus âgée, la capitaine, elle a 24 ans. Elle est née en 2000. Cette performance-là, on ne l'a pas usurpée. On a travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat. Son objectif déjà atteint, le club phare de la banlieue dakaroise compte tout de même se donner à fond pour le reste de la saison. Mais nous venons tout juste de monter en première division. Donc nous cherchons à se maintenir. Et grâce à Dieu, on s'est maintenu. Donc on ne fait que se faire plaisir et jouer. Tout ce que Dieu nous donne, on le prend. C'est tout simple que ça. La surprenante Guédiawaye Basket Academy est encore en course pour un quadruplé cette saison. Une source de motivation pour une promue qui va jouer sans pression. Merci cher Sadibou, je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec le professeur El Hadj Mounir Ndiaye. On va parler économie, restez avec nous, vous êtes au bon endroit, à tout de suite.